Donc, remercier aussi mon ami Bruno Giraudet de Lyon, donc un petit clin d'œil à M. Rex, à qui on doit cette introduction au cours du FRAL, diplôme universitaire francophone d'allergologie que l'AMA Forcal organise avec l'université Claude Bernard de Lyon. Pourquoi les pédiatres doivent s'intéresser à l'allergologie moléculaire? Eh bien, comme vous voyez sur ce graphe, l'allergie touche particulièrement l'enfant, donc en prick-test et en test cutané, et elle dégringole avec l'âge. Et vous êtes particulièrement intéressé et concerné par rapport aux allergies alimentaires. Donc, les allergènes alimentaires et leurs composants, le lait, l'œuf, la farine de blé, le soja, les poissons, crustacés, fruits de mer, arachides, noisettes et fruits à coque. Il y a un consensus depuis 2013 où tous les organismes internationaux maintenant reconnaissent l'utilité et l'intérêt et l'obligation donc pour les allergologues d'user de cet outil important dans le diagnostic et la prise en charge des malades allergiques. Quelles sont les bases? Je vais vous parler donc de ce fameux LUCA. Qui est LUCA? LUCA, en anglais, c'est Last Universal Common Ancestral, et comme vous le voyez, il s'agit des 4 bases donc, qui vont former les nucléotides, les 20 acides aminés, et qui vont donner un code génétique pour la fabrication donc, des protéines. Et tous les êtres vivants seraient les descendants naturels de LUCA. Donc les 4 bases, donc vous les connaissez, un petit retour en arrière, donc au banc de la faculté, vous avez tous étudié en biochimie les 4 bases, donc qui, quand ils sont reliés par un lien phosphoryle, ils vont former un nucléotide, lequel va être à la base donc de la chaîne des acides aminés, et qui vont elles-mêmes donc former des polypeptides, et puis ces acides aminés, quand ils vont être transcrits avec un start codon et un codon terminal, ils vont définir donc la protéine qui va être issue donc de ces différentes combinaisons. Et donc, voilà ce que ça donne, les 4 bases, polypeptides, codon, gène, acides aminés, protéines, et puis pour chaque protéine, une fonction déterminée. Seulement, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que, donc, et c'est comme ça qu'on arrive à expliquer les différentes mutations qui ont eu donc, de par le monde des vivants. Ces ADN et ARN peuvent être agressés par donc, des rayonnements, des radiations. Ils peuvent être agressés aussi par d'autres facteurs, donc les OGM, les smartphones, la cigarette, ce qui fait donc qu'il va y avoir des mutations, des lésions, et ces mutations qui vont expliquer donc, des transformations de l'être. Et il y a ce fameux, je voudrais vous parler un petit instant de ce fameux tardigrade donc, qui a été découvert par les Japonais et qui serait résistant à des températures extrêmes, donc négatives, de moins de 270, et des températures allant jusqu'à 150 degrés et qui résisteraient aussi aux rayons cosmiques. Ils ont extrait donc, le gène d'intérêt qui permet de protéger cet animal, donc, et de le protéger des radiations. Et ils pensent intégrer ce gène d'intérêt dans l'ADN humain pour, on ne sait jamais, donc un usage possible en cas de forte irradiation. Alors, tous les organismes vivants seraient donc le résultat de la dualité modification-sélection. Ces modifications peuvent se produire par erreur de copie au niveau de l'ADN,
par modification des bases ou par déplacement d'une portion chromosomique, ce qui va aboutir soit à la disparition d'un individu ou de ses descendants, l'apparition d'une nouvelle variété, l'amélioration de l'espèce, telle que l'espèce humaine, ou la spéciation d'une nouvelle espèce. Alors voilà, Lucas, donc ça commence par ces 4 bases, et puis on a le domaine des 3 du vivant, et nous, on serait là, des eucaryotes, donc parmi les animaux. Et vous allez voir que ça se complique, quand on avance, vous voyez, on serait, où est-ce qu'on est? On est ici. Voilà. Et puis quand on va plus loin, donc l'espèce humaine, donc elle va être un minuscule point donc dans la diversité naturelle. Et quand on rajoute les virus, alors là, ça se complique et on devient pratiquement quelque chose de très très petit. Bon, en passant, voilà, donc on arrive au sujet. Donc Lucas, l'origine des familles moléculaires, est grâce à la biodiversité génique. Donc, comme on a dit, un gène, ça va donc aboutir à une protéine et une fonction. Et plus les gènes sont proches, plus les protéines sont semblables. Et donc là, on va parler de notion d'homologie. Par exemple, quand vous voyez ici ce tableau donc, qui est associé aux protéines de BETV1, donc les protéines du bouleau, donc vous voyez que le riz, c'est un aliment qui se rapproche du soja parce qu'ils ont la même origine. Hein. L'origine est la même, mais ils vont s'éloigner. Mais en s'éloignant, il va y avoir quand même, ils vont garder une certaine homologie structurelle. Le céleri, par exemple, et la carotte, ils vont être homologues à hauteur de 40%. Par rapport à la pomme, poire, l'homologie elle est beaucoup plus importante, elle est de l'ordre de 60%. Et au sein des pollens des graminées charme-noisetiers, donc les bétulacées, l'homologie structurelle elle est de 80%. Ceci va expliquer certaines réactions croisées en matière d'allergie. Et jusqu'à maintenant, on dénombre à peu près plus de 5000 allergènes sur un total de plus de 200 000 protéines. Voilà, donc l'allergologie moléculaire, c'est quelque chose qui n'est pas récent, qui est quand même qui date, puisque déjà en 1988, au Japon, on a cloné le DERP1, donc l'allergène majeur de l'acarien. En 89, on a cloné l'allergène majeur donc des bétulacées, le BETV1, puis la prophyline en 91, hein, par Valenta, notamment en Autriche. Et puis en 93, c'est le clonage de la fléole P5, qui est l'allergène majeur donc des pollens des graminées. Et puis en 93, on a cloné donc l'allergène majeur de la moutarde. Puis après, donc il y a eu d'autres clonages. Alors il y a eu des progrès remarquables depuis 1880 jusqu'à 1967, où l'allergologie moléculaire donc a commencé à voir le jour. Et donc, sur le plan pratique pour nous, praticiens, nous avons vu arriver donc l'application par les RAST en 68, en 88, donc les premiers allergènes qui ont été clonés, et en 95-99, on est passé au stade de la reproduction, c'est-à-dire les allergènes recombinants. On peut les reproduire, comme on va voir. Et la commercialisation de ces allergènes recombinants à partir des années 2008. Donc, les puces, les biopuces actuellement qu'on utilise, vous avez ici une biopuce récemment qui a été de 280 allergènes, d'allergènes natifs et recombinants à partir de 2017. Alors,
Cette diapositive est uniquement pour vous montrer que ces allergènes recombinants, ils sont reconnus par des anticorps de type IgE. Et cette reconnaissance en anticorps IgE, elle va se faire soit de manière séquentielle par rapport à la formule chimique de l'allergène, ou conformationnelle, c'est-à-dire en 3 dimensions. Et là, vous voyez des allergènes de pollen, d'armoise et d'ambroisie. Et vous voyez qu'il y a certaines homologies, prédisant que ces allergènes peuvent croiser entre eux. Voilà, notion fondamentale. Un allergène, il peut se présenter sous plusieurs épitopes. Voilà l'antigène, et vous voyez que ça peut avoir 2, 3 ou bien, voire même plus, une douzaine d'épitopes. Et les IgE spécifiques ils vont se fixer soit à un épitope ou plusieurs épitopes. Alors, d'où vient donc cette notion d'allergène moléculaire? Vous avez une source allergénique là qui est mélangée. Vous avez donc le lait, par exemple, où il y a la caséine, il y a l'alpha-lactoglobuline, la bêta-lactoglobuline, et on va pouvoir séparer la caséine, l'alpha-lactoglobuline, la bêta-lactoglobuline. Donc, comme vous voyez sur les images, on va pouvoir les séparer, et ça sera des composants allergéniques séparés qui auront leur pertinence dans la clinique. Il n'y a pas une allergie au lait, il y a des allergies au lait. Il n'y a pas une allergie à l'œuf, il y a des allergies à l'œuf. Et donc, voilà ce que ça va donner. Donc, la source allergénique mélangée, et avec ces composants qu'on va pouvoir séparer l'un à l'autre. Et comme un allergène comme l'arachide, par exemple, ou la noisette, vous pouvez avoir une douzaine d'allergènes moléculaires qui sont associés à la même source allergénique. Donc, et différentes. Vous allez voir que c'est des familles moléculaires qui sont différentes, et l'allergie à l'arachide peut s'exprimer de différentes manières. Elle peut s'exprimer par une simple réaction urticarienne, voire jusqu'au choc anaphylactique, selon la molécule allergénique qui est en cause. Donc voilà, on a une source allergénique avec un extrait allergénique de multiples protéines, des polysaccharides, des lipides qui sont mélangés. Et ces mélanges, ils vont être reconnus par des IgE spécifiques. Et on va pouvoir les purifier et en extraire soit des allergènes naturels, soit des allergènes recombinés. Alors, comment ça se passe? Donc, vous avez là une portion allergénique. On va extraire l'allergène d'intérêt qu'on va insérer dans l'ADN d'une bactérie, Escherichia coli, et qu'on va pouvoir recombiner, c'est-à-dire reproduire à échelle industrielle, de manière à en extraire soit des extraits à visée diagnostique ou thérapeutique. Voilà. Alors, définition, toute science nécessite des définitions. Un allergène spécifique, c'est un allergène qui est responsable d'une sensibilisation spécifique à la source allergénique dont il est issu. Un allergène majeur, il est responsable de la sensibilisation chez plus de 50% des patients allergiques à la source. L'allergène primaire, c'est l'allergène responsable à la sensibilisation initiale. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est allergique à la pomme, il est sensibilisé d'abord au pollen de bouleau. C'est le pollen de bouleau qui est l'allergène primaire, qui va le sensibiliser, et qui par la suite, il va développer une allergie à la pomme. Parce que la pomme, elle a une séquence commune avec l'allergène du bouleau. Voilà cette notion d'allergène primaire. Et un allergène représentatif, c'est un allergène qu'on teste pour mettre en évidence une sensibilisation à une famille
de protéines. Je vous donne un exemple, l'exemple de la pêche. Nous avons un allergène majeur qui représente les LTP, toute la famille LTP, c'est le PRUP3. Donc celui-là, il est représentatif de toute la famille LTP des rosacées. Et un panallergène, c'est un allergène appartenant à une famille protéique présente dans de nombreuses espèces. C'est le cas des profilines et des polcalcines. Alors, la dénomination internationale, donc un allergène, c'est un composant, une protéine, et on va le désigner soit par la lettre N, naturelle, ou par la lettre R, recombinée, donc reproduit. Alors, les 3 premières lettres sont les lettres du genre, donc pour l'ambrosia, Artemisiafolia, donc le genre c'est Ambrosia, vous allez avoir R-A-M-B, et A c'est la première lettre de l'espèce, donc elle correspond dans le cas à Artemisiafolia. Et l'ordre, c'est l'ordre de découverte. Donc vous allez avoir R-ARA-H2, hein, donc c'est le recombinant de l'arachide qui a été découvert donc en deuxième position, ou RAH3, 6, 8, etc. Et puis vous avez des familles, donc les profilines, donc vous avez des familles de profilines, on en a à peu près 94 familles, les tropomyosines qui sont qu'on retrouve chez les acariens, les crustacés, les fruits de mer, les mollusques, il y en a à peu près 77, les LTP, il y en a à peu près 45, les polcalcines, une quarantaine, et j'en passe. Voilà, ça c'est vraiment très important pour les allergologues, donc par rapport aux allergies croisées. Donc les allergies croisées, ils s'expliquent par l'homologie de structure. Alors c'est ce que vous voyez ici en noir ou en bleu foncé. Donc ici il y a une forte homologie, donc vous le comprenez pour l'allergène 1, moyenne homologie et faible homologie. N'empêche que des IgE spécifiques peuvent expliquer, donc quand ils partagent cette petite partie de la sensibilisation à la molécule, ils peuvent expliquer des sensibilisations croisées, même quand ils sont mineurs. Donc, ici, on est dans le cadre de sensibilisation majeure, ici, on est dans le cadre de sensibilisation mineure. Mais même dans ce cadre-là de sensibilisation mineure, on peut avoir donc des sensibilisations croisées. Alors voilà, donc sur cette diapositive, vous voyez donc que pour le BET-V1, l'homologie structurelle de séquence et de surface, elle est parfaite, elle est de 100%, c'est le même allergène, mais quand vous comparez la MALD1, c'est la pomme, la GLIM4, c'est le soja, et la PIG1, c'est le céleri. Alors, vous voyez qu'ils sont de la même famille, mais ils partagent les séquences donc, entre elles, à titre de 56% par rapport au BET-V1 en ce qui concerne la séquence pour la pomme, 47% pour le soja et 39% pour le céleri. Et par rapport à la surface, et c'est ce qui compte le plus, donc c'est la reconnaissance conformationnelle tridimensionnelle, l'homologie elle est de 71% par rapport à la pomme. C'est pour ça que vous trouvez le syndrome oral pomme-bolo beaucoup plus fréquent que par rapport au soja ou par rapport au céleri. Alors ça c'est l'affinité. Si vous voulez bien, on va commencer par ceux qui ne s'aiment pas du tout. Vous voyez, ils se séparent, ils s'écartent, ils se détestent. Donc l'affinité ici, donc des IgE par rapport aux antigènes, elle est nulle. Elle est faible, donc à peine qu'ils se caressent pour la molécule C. Elle est moyenne pour la molécule B. Et là, vous voyez que
le l'IgE embrasse la partie antigénique donc, de la molécule, et là, carrément, il y a accouplement entre l'IgE et la partie allergénique de la molécule. Donc, on est ici dans une forte affinité. Et par rapport à la pertinence clinique, vous pouvez être sûr et certain que par rapport à ça, même si vous avez des IgE, c'est pas de l'allergie, c'est uniquement des sensibilisations. Sensibilisation aussi pour la molécule C et probabilité d'allergie pour la molécule B et la molécule A, là où l'affinité elle est beaucoup plus importante par rapport aux IgE. Vous voyez qu'il y a quand même des déterminants cliniques et des pertinences cliniques. Alors les superfamilles, je pense que c'est pas intéressant pour vous, ça intéresse plus les allergologues. Ça, c'est les domaines homologues. Les domaines homologues, c'est important parce que ça permet d'expliquer certaines allergies croisées entre familles différentes. Vous avez des domaines qui vont être partagés, par exemple, pour les kétinases, donc des fruits exotiques, et les évéines du latex. Vous allez avoir une portion évéine dans le latex qui est la même dans les fruits exotiques et qui va pouvoir expliquer l'allergie croisée entre latex et fruits exotiques. On va parler ici donc de domaine évéine qui va expliquer donc ces allergies croisées. Et quand vous allez un peu plus loin, excusez-moi donc si je vous agace avec ces détails, parce que là on va dans le détail du détail. On peut avoir des sous-classes antigéniques, des sous-épitopes. Pour l'Ambrasia 1, vous pouvez avoir des sous-classes 101 ou 102, ou même pour le 101, des sous-classes 101, etc. Donc, ce qui fait la complexité de la chose. Et donc, évidemment, on est en allergologie moléculaire, vous le comprenez. Alors, voilà. Donc, tout ça, donc cette molécule Ambrasia 1, donc il y a de fortes chances quand même que cette isoforme croise entre ces mêmes allergènes. Bien, alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Ce qu'on doit retenir, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'allergénicité croisée ou de réactivité croisée entre les familles d'une superfamille, parce qu'ils sont très éloignés. Donc, mais par contre, la possibilité, donc, il y a des possibilités d'allergie croisée entre les allergènes d'une même famille. Ça, vous le comprenez. Mais tout dépend du degré et du pourcentage d'identité et d'affinité des IgE. Les isoformes, comme on vient de le voir, il y a possibilité de réactivité croisée très très fréquente, et pour les domaines homologues de familles différentes. Donc c'est les portions évéines pour les kétinases et le latex que je viens de vous expliquer. Oui, même si les familles sont différentes, on peut avoir des réactivités croisées. Et là, ça c'est important pour les chaînes glucidiques, vous avez des groupes carboxyles, des CCD, qu'on peut doser, le dosage s'appelle la broméline, qui sont fixés sur des chaînes protéiques, mais qui peuvent se sensibiliser à des IgE et expliquer des fausses réactivités croisées. Et on les retrouve malheureusement beaucoup, surtout en matière d'allergie au venin d'hyménoptère. Alors, quelles sont les principales familles? Ça, c'est important pour nous. Alors, vous avez les prophylines, ce sont des familles très répandues du monde végétal. Elles sont situées dans le cytoplasme des cellules végétales, bien sûr. Elles ont des fonctions régulatrices. Elles sensibilisent à peu près 35% de la population pollinique. Donc c'est extrêmement important. Et elles peuvent expliquer des allergies croisées, notamment pour les agrumes, le melon, la banane et la tomate. Mais généralement, ce sont des allergies croisées qui sont banales. C'est pas grave. Les PR10 de pathogenesis related, ce sont des protéines BETV1-like appartenant aux protéines de défense végétale qui sont surexprimées
lors des agressions des plantes. Le BTV1 est l'allergène majeur. Le Cora1, donc, c'est la noisette. Le PRUP1, la rosacée, c'est la pêche. L'APIG1, l'apiacée, donc quand c'est le syndrome des personnes qui croquent, quand ils croquent une pomme, ils ont les lèvres toutes œdémaciées. Alors, les LTP, c'est une famille qui est très très importante pour nous, allergologues. Ce sont des molécules, des protéines de transfert lipidique. Elles sont particulièrement stables et résistantes à la chaleur, et aux enzymes, à la pepsine. Ce sont des allergènes puissants parce qu'ils sont responsables de réactions systémiques. Alors, on les retrouve dans beaucoup de familles, dans les rosacées, dans les céréales, le blé notamment, dans la salade, les choux, les asperges, les oignons, le persil, les agrumes, les tomates, le kiwi, le raisin, et chez nous, dans le cannabis. Attention, la consommation du cannabis, elle va en augmentant, on va en faire des médicaments, et il y a de plus en plus de jeunes qui consomment le cannabis, et ça donne des syndromes LTP, donc avec réaction systémique grave. On en a eu certains cas. Et ça existe aussi dans les fruits à coque. Les protéines de stockage, donc on a vu les protéines, on va crescendo. Les profilines, c'est gentil. Les PR10, donc éruption cutanée. Les PR10, syndrome oral. Les LTP, réaction systémique, rarement le choc, mais c'est assez sérieux. Mais par contre, les protéines de stockage qu'on retrouve dans les fruits à coque, ce sont des protéines résistantes à la chaleur, et elles donnent des chocs anaphylactiques carrément, notamment pour l'arachide, la noix, la noisette, la noix de cajot, etc. Les fameux CCD, les résidus carboxyles, donc ils sont qu'on voit ici. Donc vous voyez la chaîne d'acides aminés, vous avez des résidus glucidiques qui vont être collés sur la chaîne d'acides aminés et ils vont expliquer des fausses réactions. Donc les IgE vont se fixer sur les groupements CCD et ils vont... mais c'est facile de distinguer ces fausses réactions. Il n'y a qu'à doser la broméline, ou faire un dosage CCD quand il est élevé et quand les anticorps donc allergisants ils sont bas. Donc à ce moment-là, vous éliminez l'allergie, vous retenez la fausse allergie. Non, ils sont largement répandus. Mais quand même, on a noté quelques rares réactions d'allergie avec les CCD, notamment avec la tomate, la céleri et la courgette. Les tropomyosines, c'est important pour vous, pédiatres. On les retrouve donc chez les crustacés, acariens, blattes, nématodes. Elles sont stables à la chaleur. Et on les retrouve aussi dans les aliments et entraînent souvent des réactions sévères ou systémiques. Attention, chez les asthmatiques, ça peut être fatal, puisque souvent, c'est des allergies croisées avec les acariens. Alors, ils sont sensibilisés aux acariens, ils sont asthmatiques, et ils développent l'allergie aux crustacés fruits de mer via les tropomyosines. Et on retrouve fréquemment ces allergies aux tropomyosines. Les lipocalines, donc chez les phanères d'animaux, donc le chien, CANAF1, CANAF2 et FLD2, réactivité croisée variable, il y a plus de 30 lipocalines. Et pour la petite histoire, vous avez la réactivité croisée pour chat. Donc, nous, on ne consomme pas le porc, donc, mais en Europe, on remarque beaucoup cette réaction croisée entre le chat et le porc. Les parvalbumines, donc c'est le domaine des poissons et amphibiens, sont stables à la chaleur, à la digestion. Elles peuvent entraîner des réactions sévères ou systémiques. Elles ont un haut degré de réactivité entre elles et il y a à peu près plus de 47 parvalbumines qui sont répertoriées. Pour les séromalbumines, donc c'est de ça que je vous parlais, le syndrome porc-chat, donc sensibilisation chez les animaux, donc on les retrouve dans les viandes, le lait et les phanères donc, de chat.
sont modérément sensibles à la digestion et à la chaleur et peuvent donc entraîner des réactions cliniques et avec des fortes réactions sérologiques. Les polcalcines, pas grand intérêt, ce sont des panallergènes qu'on retrouve beaucoup. Ah oui, bon, ça va aller, donc j'ai bientôt terminé. Donc il y a plus de 35 polcalcines. Et voilà ce degré de gravité dont je vous parlais. Donc vous voyez les profilines, hein, qui sont gentils relativement, suivis par les PR10, les LTP et les protéines de stockage. Donc c'est à peu près la même diapo qui vous explique donc la gravité donc, des allergies croisées et des allergies en fonction de la famille moléculaire. Donc les familles moléculaires permettent l'identification de marqueurs de sévérité, et vous le voyez sur ce tableau, la sévérité et le risque augmentent avec les familles protéiques, donc les protéines de stockage sévères, LTP aussi, moins les PR10 et les profilines. Je pense que c'est le message le plus important à garder donc, de cette communication pour vous qui n'êtes pas spécialistes en matière d'allergie et d'allergologie. Et puis, ça permet d'avoir des marqueurs de persistance de l'allergie. Par exemple, pour l'œuf, l'ovomucoïde, quand il reste présent, et c'est important pour vous pédiatres, c'est un marqueur de persistance de l'allergie. Et on le demande souvent. Voilà, et voilà, j'ai bientôt terminé. Ce qu'il faut retenir de l'allergologie moléculaire, c'est que c'est un outil qui est efficace pour une meilleure prise en charge selon la gravité, les phénotypes, le pronostic et les réactivités croisées. On en a parlé. L'allergologue, il doit avoir un langage moléculaire pour deux raisons. Maîtriser donc toute la forme d'information qui est fournie par les biopuces et avoir un dialogue interactif entre cliniciens et biologistes. La suite, ça va venir donc des biopuces et on va pouvoir identifier des profils de sensibilisation et donc proposer donc des schémas thérapeutiques en fonction de phénotypes. On parlait tout à l'heure de phénotypes concernant l'asthme. Il y aura des phénotypes aussi pour l'allergie alimentaire. Et donc il faut bien comprendre, c'est évident pour bien soigner. Et pour un petit clin d'œil pour notre communauté allergologique, nous sommes reconnus par nos confrères, nous vous remercions. Donc de reconnaître l'allergologie comme une spécialité à part entière. Vous savez que ça met du temps à se faire reconnaître. Malheureusement, il y a la bureaucratie, mais l'allergologie moléculaire a hissé donc l'allergologie au stade de spécialité dans beaucoup de pays, à côté de l'allergie médicamenteuse et l'allergie aux immunoptères. Et donc, je vous remercie donc pour votre attention et je m'excuse si j'ai un petit peu débordé sur mon temps. Voilà.